Eh bien, bonjour à tous et merci pour cette présentation. Donc, les marques cutanées dans les sociétés américaines. Alors, sachons tout d'abord en introduction que le corps, c'était une évidence, n'est jamais laissé à l'état brut. Nous avons des exemples de marques corporelles qui auraient pu être découvertes dans une grotte en Afrique du Sud. On a trouvé de la matière ocre qui pourrait dater de 80 000 à peu près avant notre ère. Et donc c'est très ancien. Et passons directement à la première diapositive, donc avec cette population Kayapo. Alors, il existe deux techniques qui sont mises en œuvre pour modifier et humaniser le corps. La première, c'est une action irréversible, avec les scarifications, les tatouages, les percements ou encore les mutilations. Et une deuxième action, temporaire, comme on peut le voir sur cette illustration, avec des peintures, des coiffes, des parures ou encore des bijoux. Alors d'emblée, soyons clairs, ce sont autant des marques d'appartenance que des formes de stigmatisation sociale et d'exclusion. En effet, le corps est porteur d'une charge symbolique très forte et très importante. Et je reprends un mot de l'anthropologue Mary Douglas, le corps est une société en réduction. Alors précisons d'emblée que chez les Indiens d'Amazonie, il faut vraiment se départir de cette dualité occidentale entre la nature et la culture. De nombreuses communautés croient en une entité globale dans laquelle humains et non humains, créatures visibles comme les animaux, les plantes, ou invisibles, les esprits ou encore les morts, sont dotés de facultés de même nature et entretiennent entre eux des relations sociales dans une même économie d'échange et de perpétuelle transformation. Alors cela influe bien sûr de manière importante sur ces marquages corporels. On pourrait penser bien entendu qu'un des seuls intérêts dans l'étude de ces marques cutanées est celui de la beauté des corps, bien sûr, de l'art ou de la performance artistique. C'est tout à fait intéressant et important. Mais bien sûr, il faut aller beaucoup plus loin dans la réflexion. C'est aussi l'intérêt pour l'étude des sociétés indigènes de ce qu'on appelle leur corporalité. Alors, c'est l'idée que le corps est une matrice de symboles et un objet de la pensée. Et dans la plupart des sociétés indigènes du Brésil, par exemple, cette matrice occupe vraiment une place importante. La fabrication, la décoration ou la transformation des corps sont des thèmes autour desquels les mythologies, l'organisation sociale ou la vie cérémonielle se structurent de manière très importante. Alors c'est pourquoi nous verrons comment s'exprime bien plus qu'une simple esthétique, mais tout un système qui définit la personne et sa place dans son environnement. Alors le premier point très important, c'est que ces marques corporelles ont pour finalité, une des finalités, c'est l'achèvement de la personne et l'attribution d'un nouveau statut à l'individu. Pour l'immense majorité des populations amérindiennes, la naissance biologique ne peut assurer à elle seule l'intégration dans le groupe. Pour produire un véritable être humain, à partir de cette réalité qu'est un nourrisson, un bébé, il faut vraiment un travail d'achèvement du corps qui se poursuit tout au long de l'existence dans de multiples rituels collectifs. Vraiment, le parachèvement du corps et le développement physiologique de l'individu passent par ces modifications corporelles. On voit là aussi un kayapo, donc avec ces ornements très importants qui confèrent ce statut à l'individu d'être humain. Les kayapos, comme d'autres, utilisent tout un système symbolique de représentation graphique qui est très élaboré, à tel point que cette population considère la peinture corporelle comme un attribut de la nature humaine. Un de leurs mythes, celui de la femme étoile,
qui est une héroïne à l'origine des plantes cultivées. La métaphore de l'étoile, donc sa transformation en être humain, passe par les peintures corporelles et l'ornementation du corps, en particulier le plumage. Et comme on le voit ici, un plumage vraiment très important, très spectaculaire, et le nouveau-né, donc immédiatement après la chute de son cordon ombilical, est peint. C'est la reconnaissance symbolique de son statut d'humain. On voit donc des peintures corporelles sur le visage, donc à partir de roucou, peinture rouge très vive, et au niveau des bras et du torse, même si ce n'est pas encore très visible, mais le visage est là entièrement peint. Une autre population, donc les Métis du Brésil, de l'ouest du Brésil, les ornements corporels, là aussi, sont utilisés dans le cadre de ce processus de constitution de la personne, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques qui sont mises en œuvre pour socialiser le corps individuel, donc qui est perçu comme incomplet à la naissance. Lorsque l'enfant naît, il est considéré comme une expression maru marupa, c'est-à-dire invisible pour les esprits marous. Tant qu'il n'a pas reçu, comme on le voit là, ses premiers colliers, quelques heures après la naissance. Et cela va se poursuivre, je vous parlais tout à l'heure des rituels collectifs, tout au long de la vie, en 7 étapes spécifiques chez les Métis. C'est tout d'abord vers l'âge de 4 ou 5 ans la perforation du lobe de l'oreille, comme on le voit là, qui sera de plus en plus important avec des ornements d'oreilles qui grossiront au fur et à mesure des années. Quelques années plus tard, vers 8 ans, c'est le percement de la narine que l'on peut voir ici pour insérer. Je ne sais pas si j'appuie sur le bon. Ah, pardon, je ne voyais pas. Ah, voilà, très bien, oui. Donc, le percement de la narine pour introduire des bâtonnets de chaque côté, et au fur et à mesure des années, ce sera de plus en plus important. Ce processus va aller croissant. Ensuite, vers 10 ans, c'est le percement donc, de la narine pour y introduire donc, un objet soit en os ou en métal. On le voit là, de manière très importante. À la puberté, c'est le percement de la lèvre inférieure pour y insérer ce qu'on appelle un labret, qui est plus important chez les femmes que chez les hommes. C'est le seul ornement qui est plus important chez les femmes. Chez les femmes pour le pouvoir de séduction, pour les hommes plutôt pour l'art oratoire et signe de puissance. Ensuite, 2 ou 3 ans après la pose de ce labret, c'est le tatouage, avec 2 traits parallèles sur les tempes et sur le front. On les voit à peu près là. Ensuite, vers 19 ans, les hommes et eux seuls peuvent se faire tatouer le visage des 2 côtés, donc ici avec des traits de chaque côté sur les joues. On ne le voit pas encore très bien. Et ensuite, avant-dernière étape, c'est celle où on introduit ces deux bâtonnets, donc de 6 ou 7 cm. C'est l'opération la plus douloureuse qu'ils doivent subir. Et dernier point, donc cérémonie du tatouage, oui, voilà, donc ça fait les 7, si je ne me trompe pas, si je sais bien compter. Donc cela met un terme à cette séquence donc d'individualisation et de perforation du corps, afin qu'il puisse revendiquer et jouir pleinement de son statut d'individu, d'adulte intégré au sein du groupe. Deuxième élément, c'est la fonction magique. Dans certaines circonstances, ces ornements ont une fonction magique, que ce soit pour la chasse, pour la guerre, en cas de maladie ou pour éloigner les mauvais esprits.
Là, c'est une illustration de populations qui vivaient au XVIIIe siècle dans le Grand Chaco, hein. Donc une plaine qui s'étend en partie sur l'Argentine, la Bolivie ou le Paraguay, hein, où les observateurs européens au XVIIIe siècle estimaient que c'était dans cette partie de l'Amérique du Sud où l'on pouvait trouver les plus beaux tatouages féminins. Dans cette région, toutes ou quasiment toutes étaient tatouées et protégeaient les femmes, hein, des esprits malfaisants, à tel point que les hommes évitaient celles qui n'étaient pas tatouées. Et on voit alors là des croix. Cette pratique était tellement ancrée chez ces populations que les missionnaires, hein, n'ont pas pu au début faire en sorte de supprimer ces tatouages. Et donc, plutôt que de laisser ça, on va dire, de côté, ils ont décidé, hein, d'intégrer, hein, des croix. Donc là, c'est vraiment une croix chrétienne qui donc servait de tatouage pour christianiser en quelque sorte une pratique, hein, comme on a pu le faire, par exemple sur les menhirs, hein, ou au sommet, parfois on trouve une croix. Donc ces populations, et là on revient au Matisse, hein, avec ces ornements, on a vu tout à l'heure, il y avait ces bâtonnets donc au niveau de la lèvre supérieure, hein, et parfois, hein, lors de cérémonies, hein, remplacées par ces plumes qui font référence à un oiseau donc très rare, l'arin, hein, qui est de leurs oiseaux animal symbolique, hein, mais surtout, et ces bâtonnets dans les narines, hein, qui assimilent aussi aux moustaches des jaguars, c'est-à-dire qu'en assimilant ces parures, les Matisse, hein, semblent entériner une formation annexe de la personne et une puissance spirituelle. L'animal et l'humain, hein, se mêlent de manière très importante. Donc ces bâtonnets-là, qui sont remplacés par donc ces plumages, hein, donc s'enfonçaient assez profondément donc dans la bouche, hein, et recouvraient partiellement les dents, hein, qui donnent l'impression que lorsque le Matisse, cet homme sourit, qu'il a 2 canines en plus, c'est surtout le symbole, hein, dans cette partie du monde, de la dent, hein, en tant que puissance et énergie vitale. Mais également par la piqûre qui est faite, hein, c'est aussi la transmission, hein, très forte d'énergie, hein. Chez les Matisse, hein, en effet, le terme tatouage a plusieurs significations, hein. C'est l'acte de tracer des traits sur la peau, bien entendu, mais c'est aussi la douleur et plus généralement la puissance et l'énergie. Autre point, celui du pouvoir et de la puissance et du statut social, hein. Bien souvent, ces marques cutanées sont aussi une condition d'accès au pouvoir et ces ornements, hein, comme leur manifestation concrète. Au centre de l'Amazonie, par exemple, la manière dont les oreilles des jeunes gens sont percées leur ouvre ou non, hein, l'accès à certains rôles importants dans le groupe. Et donc, ce sont des illustrations du XVIIIe siècle, 19e siècle, pardon. Donc rien d'étonnant que dans cette partie du monde, les ornements corporels sont avant tout une préoccupation masculine, beaucoup plus sophistiquée que chez les femmes, comme on peut le voir là. La femme a seulement un tatouage, et les hommes ont d'autres ornementations, d'autres marquages cutanés beaucoup plus importants. C'est aussi le statut social, hein, que l'on peut retrouver parmi donc, ces marquages. Là aussi, cette population qui vivait dans le Grand Chaco, hein, les tatouages permettent de déterminer l'origine de la femme et son prestige. Plus les tatouages étaient importants sur le visage et plus sa position sociale dans la société était élevée. Là, avec 2-3 tatouages, on peut considérer, hein, que c'était plutôt des personnes de conditions modestes. En Amérique centrale, dans le Mexique actuel, chez les Huastèques, hein, il était d'usage d'exécuter des tatouages ornementaux, hein, qui signalaient la bravoure du guerrier, hein, avec des tatouages sur les cuisses, la poitrine
Et le nombre de ces tatouages indiquait cette bravoure, et à chaque fois qu'un ennemi était tué, il recevait un nouveau tatouage. Donc seul le corps était tatoué, pas le visage. Le tatouage sur le visage était considéré comme une marque d'infamie pour ceux qui avaient commis des vols et des crimes qui étaient exécutés en public. Un tatouage qui allait donc du menton jusqu'à la tempe, et donc qui marquait vraiment la condition de la personne, sa condamnation. Dans les régions côtières des Caraïbes, les tatouages aux commissures des lèvres étaient faits auprès des filles. Et pourquoi? C'était dans l'idée qu'elles soient de bonnes brasseuses, donc de la boisson fermentée qui était consommée par ces populations. De même pour les bororos, une bonne cuisinière doit avoir les mains tatouées, ce qui lui permet la préparation des meilleurs plats. Donc statut social et fonction magique sont très liés. Alors, dernier point, parce que je vois que l'heure tourne, c'est les rites de passage et la résistance à la douleur. Donc là, c'est un peu à l'écart des marquages cutanés, mais c'est pour vous montrer la manière dont la douleur peut être très, très, très forte. La douleur symbolise l'endurance, le courage, les étapes de la vie et l'acceptation de l'individu par la société, par la communauté. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette douleur sert à la construction de la personne et surtout à une valeur très positive, car c'est à travers elle que l'individu peut donc accomplir son destin. Et je conclus par une formule limpide de Claude Lévi-Strauss qui dit « Il fallait être peint pour être homme ». C'est-à-dire socialiser, intégrer dans la communauté, exclure, marquer un statut, exprimer ses croyances. C'est par ces différentes étapes que les marques cutanées montrent et donnent à voir l'humanité de chacun. C'est comme superposer sur la peau biologique une seconde peau qui serait sociale et revêtue des motifs créés par la communauté. Et dernière image, que je trouve magnifique, par sa simplicité, et parfois une simple plume suffit pour permettre de relier le corps individuel au corps social, et par-delà au cosmos et au divin. Je vous remercie, excusez-moi, d'avoir été un peu plus long.